Je m'appelle Jennifer Blackwell, j'ai 27 ans, et jusqu'à il y a peu, je pensais faire partie de l'une des familles les plus traditionnelles de Philadelphie. J'ai grandi entourée de privilèges, d'héritages, de règles familiales, et d'un nom qui portait un poids immense, mais qui ne m'a jamais vraiment donné l'impression d'appartenir à ce monde. Le nom Blackwell était synonyme de pouvoir, d'argent et de statut, mais pour moi, il a toujours été un rappel, constant que je ne rentrais pas dans le moule. Depuis toute petite, je sentais que mon père, Douglas Blackwell, me traitait avec froideur. Il ne criait pas, il n'était pas violent, mais son absence d'affection et de reconnaissance faisait plus mal que n'importe quel mot dur. J'essayais de lui plaire, je cherchais la moindre miette d'approbation, mais rien ne semblait suffisant. Pendant que mes frères, Thomas et William, recevaient des éloges pour avoir suivi les chemins tracés par la famille, moi, j'étais considérée comme l'exception, un problème à ignorer. Thomas a repris les affaires familiales, William s'est distingué en droit, et moi, j'ai choisi une voie différente, étudier l'histoire et me spécialiser dans la préservation du patrimoine culturel. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai conquis ma place, mais pour mon père, cela n'avait aucune importance. Selon lui, j'étais trop sensible, trop distraite, trop faible pour être une véritable Blackwell. Le seul endroit où je me sentais vraiment moi-même était chez ma grand-mère, Éléonore. Elle était tout ce que mon père n'arrivait pas à être. Affectueuse, accueillante, curieuse de ma vie, de mes pensées, de mes sentiments, de ce que je voulais construire. C'était avec elle que je prenais le thé le dimanche, que je parlais du passé de notre famille, que j'écoutais des histoires d'une époque où les femmes n'avaient pas de voix, mais trouvaient quand même des moyens de s'imposer. C'était elle qui me disait, avec fermeté et tendresse, que j'avais de la valeur, que ma sensibilité était une force, et que je devais toujours suivre mon propre chemin. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression que le peu de stabilité qui me restait s'était envolé avec elle. 3 jours après l'enterrement, j'ai reçu un appel inattendu. Mon père voulait me retrouver dans le bureau de ma grand-mère, dans la maison où j'avais grandi en lui rendant visite, désormais silencieuse et vide. Je suis entrée dans la pièce le cœur serré, sans savoir à quoi m'attendre. Mais je ne m'attendais certainement pas à entendre ce qu'il m'a dit avec tant de mépris. « Tu n'es même pas sa vraie petite fille. » Ces mots étaient si froids que mon corps s'est figé. Il m'a regardé dans les yeux et a continué, disant que seuls les parents de sang méritaient l'héritage familial et que moi, n'étant pas sa fille biologique, je n'avais droit à rien. Je suis restée immobile, incapable de respirer, essayant de comprendre cette révélation qui n'avait aucun sens. Pourquoi choisir ce moment pour m'attaquer ainsi? La pièce semblait m'étouffer, les murs couverts des livres que ma grand-mère aimait tant paraissaient de se refermer sur moi. C'était comme si tout ce que je connaissais s'effondrait sous mes yeux. J'ai demandé, avec difficulté, ce qu'il voulait dire par là. Il a répondu comme si c'était une évidence, disant que ma mère avait caché la vérité pendant des années, mais qu'il n'y avait plus de raison de garder le secret. Il a ajouté qu'il avait déjà parlé à Harrison, l'avocat de la famille, pour empêcher toute tentative de ma part de réclamer quoi que ce soit dans le testament. J'ai essayé de rester calme, et lui ai demandé s'il maintiendrait ce qu'il avait dit, que seuls les parents de sang avaient droit à l'héritage. Il a répondu avec assurance que oui, que c'était une question de principe. Cela ressemblait à plus qu'une dispute pour de l'argent. C'était une tentative cruelle de m'effacer de l'histoire familiale. Je me suis assise dans le fauteuil de ma grand-mère et, pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Tout ce que j'avais construit dans mon esprit sur ma vie, mes origines, mon identité, était en morceaux. À cet instant, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Elle disait simplement « Il faut qu'on parle de ton père. Aujourd'hui, seul. » C'était comme si tout avait été soigneusement orchestré pour s'effondrer d'un coup. Les mots de ma grand-mère me sont revenus en tête. Lors de notre dernière rencontre, elle avait pris ma main et m'avait dit « Fais confiance à ton instinct, Jennifer. Tout n'est pas ce qu'il semble être. » Sur le moment, j'avais pensé que c'était juste un conseil banal. Maintenant, tout prenait un nouveau sens. Si Douglas n'était pas mon père, alors qui l'était? Et pourquoi cette vérité éclatait-elle maintenant, quelques jours après la mort de ma grand-mère, et si près de la lecture du testament? Est-ce que tout ce que j'avais vécu était basé sur un mensonge? Pourquoi ma mère m'avait-elle caché cela pendant tant d'années? Pourquoi lui avait-il choisi ce moment pour le révéler? Peut-être as-tu déjà ressenti cela aussi. Comme si ta vie t'échappait, comme si chaque souvenir devait être réexaminé, comme si ton histoire ne t'appartenait pas vraiment. C'est désespérant. Et la douleur de réaliser que celui que tu pensais être n'existe plus est l'une des plus grandes solitudes qu'on puisse ressentir. Mais à ce moment-là, même sans tout comprendre,
je savais une chose, je ne laisserais pas Douglas réécrire mon histoire pour m'en effacer. Pas après tout ce que j'avais vécu. Pas après tout ce que ma grand-mère représentait pour moi. Je suis sortie de la maison de ma grand-mère sans savoir quoi penser. Je suis montée dans ma voiture encore sous le choc, regardant mes mains comme si elles pouvaient me dire qui j'étais. J'avais grandi en entendant que j'étais une Blackwell. Et maintenant, mon propre père disait que c'était un mensonge. Je suis allée directement au café préféré de ma mère, où elle avait fixé le rendez-vous. C'était un petit endroit, caché dans une rue calme de la ville, où les noms de famille n'avaient pas tant d'importance. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma mère assise à une table près de la fenêtre. Elle avait l'air épuisée, les cheveux attachés à la va-vite et les yeux marqués par des nuits sans sommeil. Dès qu'elle m'a vue, elle a baissé le regard. Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle n'a pas essayé de masquer quoi que ce soit. Elle a commencé à parler immédiatement, comme si elle avait répété ces mots depuis longtemps. Ton père n'aurait pas dû te le dire comme ça. C'était cruel, et il l'a fait par intérêt. Sa voix était basse, chargée de tristesse. J'ai à peine pu réagir. J'ai juste demandé « C'est vrai ?» Elle a hoché la tête lentement, des larmes se formant dans ses yeux. « Oui, Jennifer, il n'est pas ton père biologique. » La phrase était courte, mais chaque mot pesait une tonne. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai demandé « Alors, qui est mon père ?» Sa réponse m'a complètement bouleversée. Elle m'a raconté qu'avant d'épouser Douglas, elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un de très proche. Elle et James, le frère cadet de Douglas, avaient vécu une histoire d'amour avant qu'elle ne rencontre mon père. Ils étaient jeunes, amoureux, avec des projets. Mais James avait reçu une offre d'emploi dans un autre État et avait décidé de l'accepter. Il est parti à Seattle. C'était une opportunité unique. On s'était promis de rester ensemble malgré la distance, mais c'était difficile. Avec le temps, on s'est éloignés. Et c'est à ce moment-là que Douglas s'est rapproché. Elle m'a expliqué qu'au cours d'un moment de fragilité, elle avait cédé à l'attention de Douglas. Ils avaient eu une brève liaison, mais elle y avait mis fin dès qu'elle avait réalisé qu'elle aimait toujours James. Peu après, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Elle m'a dit qu'en calculant les dates, elle était certaine que le père était James, mais Douglas avait insisté pour dire que c'était lui. Il l'avait poussée à se marier, disant qu'il voulait assumer l'enfant, former une famille. Et elle, effrayée et incertaine, avait fini par accepter. À l'époque, je pensais que c'était la meilleure solution. Je voulais de la stabilité pour toi. Je croyais faire ce qu'il fallait. Pendant qu'elle parlait, je me sentais flotter, comme si je n'étais plus dans mon corps. Chaque détail de cette histoire me faisait revoir tout ce que j'avais vécu. Les mots froids de Douglas, son manque d'affection, son regard toujours méfiant envers moi, tout semblait soudain logique. Il ne m'avait jamais vraiment accepté parce que, au fond, il savait que je n'étais pas sa fille. Et le plus cruel, c'était d'avoir gardé ce secret pendant tant d'années, pour l'utiliser contre moi quand ça lui convenait. J'ai demandé si James, mon possible père biologique, était au courant. Ma mère a secoué la tête. Il n'a jamais su que j'étais enceinte. Quand j'ai repris contact avec lui, j'étais déjà mariée à Douglas. Et après tout ce temps, j'ai pensé que ça ne ferait qu'empirer les choses de lui dire. Ses mains tremblaient quand elle a dit ça. Je croyais te protéger. Je pensais qu'avec le temps, tout irait bien. Mais rien n'allait bien. La vérité était revenue de manière cruelle, au pire moment possible. Et maintenant, je devais gérer tout ça alors que la famille se préparait pour la lecture du testament de ma grand-mère. Mon père, ou plutôt Douglas, savait exactement ce qu'il faisait. Il avait attendu la mort de ma grand-mère pour lâcher cette bombe, pour essayer de m'écarter de l'héritage. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait déjà commencé à manœuvrer avec Harrison, l'avocat de la famille, pour m'empêcher d'être reconnue comme héritière. Harrison était un vieil ami de Douglas, toujours prêt à défendre aveuglément ses intérêts. Le fait qu'il soit impliqué dans cette machination me donnait des frissons. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout ça. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré. Pas seulement à cause de l'argent, c'était à cause de ce sentiment de rejet qui m'avait accompagnée depuis l'enfance et qui prenait maintenant tout son sens, comme si je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille, comme si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un mensonge bien ficelé. Et le pire, c'était de réaliser que ma mère, même en essayant de me protéger, avait aussi choisi de me cacher la vérité. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'avais besoin de réponses. Je devais savoir si James était vraiment mon père. Et plus encore, je devais comprendre quel avait été le rôle de ma grand-mère dans toute cette histoire. Savait-elle? Était-ce pour ça qu'elle m'avait toujours traité de manière spéciale? Avait-elle essayé de me protéger, même en connaissant la vérité? Un souvenir précis m'est revenu. Une de nos dernières conversations, quelques mois avant sa mort. Nous prenions le thé, comme toujours, et elle avait tenu ma main fermement. « Tu as plus de force que tu ne le crois, Jennifer, et un jour, tu en auras besoin. » Sur le moment, j'avais pensé que c'était juste une
Phrase de grand-mère à petite fille. Maintenant, ça ressemblait presque à un avertissement. Alors que le jour de la lecture du testament approchait, je sentais qu'il y avait bien plus en jeu qu'un simple héritage. C'était une lutte pour mon identité, pour ma reconnaissance, pour la justice. Douglas voulait effacer mon existence, me transformer en une pièce hors du jeu, mais je n'allais pas le laisser faire. Je ne permettrais pas qu'il utilise le nom de la famille comme une arme contre moi. Le lendemain, je me suis réveillée avec la certitude que je ne pouvais plus repousser les choses. Si James était vraiment mon père biologique, il devait savoir. Et moi, je devais en avoir la confirmation définitive, sans plus de secret. Je l'ai appelé et j'ai fixé un rendez-vous. Je n'ai pas donné de détails au téléphone, juste dit que c'était important. Il a accepté de me recevoir, dans son appartement, un endroit simple rempli de livres et d'objets de voyage, bien loin des maisons luxueuses de notre famille. Quand je suis arrivée, il m'a accueillie avec un sourire gentil, comme toujours lors des rares fois où nous nous croisions à des événements familiaux. J'étais nerveuse, le cœur battant, mais je savais que je devais parler. Je me suis assise en face de lui, prenant mon courage à deux mains, et je lui ai demandé directement s'il avait eu une relation avec ma mère dans le passé. Son expression a changé. Il est devenu sérieux, puis surpris, puis pensif. Oui, on en a eu une. On était très jeunes. Mais c'était sincère. Pourquoi me demandes-tu ça maintenant? Sa question m'a transpercée. J'ai ravalé ma salive et je lui ai tout raconté. J'ai dit que Douglas avait révélé qu'il n'était pas mon père biologique et qu'il essayait de m'exclure du testament en utilisant ça comme excuse. J'ai aussi raconté ce que ma mère m'avait dit sur leur passé et que, selon elle, il était presque certain qu'il soit mon père. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix émue, il a dit qu'il n'avait jamais su que ma mère était enceinte. Si j'avais su, Jennifer, ma vie aurait été différente. La tienne aussi. Cette phrase m'a bouleversée. Pendant un instant, j'ai ressenti de la colère pour tout le temps qu'on avait perdu, mais j'ai vite compris que personne n'était prêt à affronter cette vérité à l'époque. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Il faut qu'on en ait le cœur net. Un test ADN répondra à tout. » J'ai acquiescé immédiatement. Nous avons fait le test le jour même, via un laboratoire privé qui promettait des résultats en 72 heures maximum. En attendant, je ressentais un mélange d'anxiété et de peur. Si la confirmation arrivait, tout changerait. Pas seulement mon histoire, mais toute la structure de la famille. Et je savais que Douglas ne resterait pas les bras croisés face à ça. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'avocat personnel de ma grand-mère, Bernard Walsh. Ce n'était pas le même avocat que celui de la famille, celui qui était du côté de Douglas. Bernard avait toujours été proche de ma grand-mère, et d'après ce que je savais, elle lui faisait entièrement confiance. J'ai pris rendez-vous avec lui, et je suis allée à son bureau. Quand je suis arrivée, il m'a accueillie avec respect et attention. Je lui ai tout raconté, et lui ai demandé si ma grand-mère connaissait la vérité sur mes origines. Il n'a pas répondu directement, mais il a dit une phrase qui m'était restée en tête. Éléonore était une femme très intelligente, Jennifer, et très observatrice. Peu de choses lui échappaient. Cette phrase m'a redonné espoir. Peut-être que ma grand-mère savait, oui, et peut-être qu'elle s'était préparée pour s'assurer que je ne sois pas lésée. Mais cet espoir a été de courte durée. Le soir même, j'ai reçu une notification officielle. Harrison, l'avocat de la famille, avait déposé une demande en justice pour reporter la lecture du testament. Le motif était un doute sur l'identité des potentiels héritiers. En d'autres termes, Douglas essayait vraiment de m'exclure de tout. Et maintenant, il utilisait la justice pour gagner du temps et peaufiner son plan. J'étais furieuse. Il ne cherchait pas seulement à m'éloigner de l'héritage. Il voulait effacer mon existence en tant que membre de la famille. Et encore une fois, il faisait ça avec l'aide de Harrison, cet homme qui prétendait défendre les intérêts de la famille, mais qui, en réalité, ne défendait que ceux de Douglas. Le lendemain, j'ai appelé le bureau de Bernard pour discuter du report de la lecture, mais j'ai reçu une nouvelle encore pire. Il était hospitalisé, atteint d'une pneumonie. Ça m'a secouée. Trop de coïncidences. Juste au moment où le seul avocat qui semblait être de mon côté disparaissait de la scène. Je commençais à me demander jusqu'où Douglas était capable d'aller pour s'assurer que je sois définitivement écartée. Au milieu de toute cette pression, ma mère m'a appelée, paniquée. Elle m'a dit que Douglas avait découvert que je m'étais entretenue avec James. Il est furieux, Jennifer, et quand il se sent menacé, il agit sans limite. Ça m'a vraiment effrayée. Je savais déjà que Douglas était froid et calculateur, mais je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être dangereux. 2 jours plus tard, j'ai reçu les résultats du test ADN. J'ai ouvert le fichier, les mains tremblantes, mes yeux cherchaient désespérément la conclusion. Et elle était là. La probabilité de paternité était de 98%. James était mon père. Biologiquement,
J'étais sa fille. Cela faisait de moi la petite fille directe d'Éléonore. J'ai pleuré en lisant ça. Pas seulement pour la confirmation, mais pour tout ce que ça signifiait. Pour la vérité, enfin, révélée. Pour la douleur d'avoir grandi auprès d'un homme qui me méprisait, alors que mon vrai père ne savait même pas que j'existais. J'ai pris le téléphone et appelé James. Il a décroché immédiatement. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit, la voix tremblante, « J'ai toujours senti quelque chose de différent entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Maintenant, tout prend sens. » Nous nous sommes retrouvés le lendemain pour discuter et planifier la suite. Je pensais qu'avec le test en main, tout serait réglé. Mais nous allions vite découvrir que Douglas avait encore des cartes à jouer, et que la partie était loin d'être terminée. La confirmation de l'ADN m'a apporté un mélange de sentiments que je ne savais pas encore comment gérer. D'un côté, il y avait du soulagement. Je connaissais enfin la vérité. De l'autre, il y avait de la douleur. La douleur de réaliser que la personne qui aurait dû me protéger, toute ma vie m'avait en fait utilisé comme un pion dans un jeu d'intérêt. Mais il y avait aussi une nouvelle force en moi. Pour la première fois, je ne me sentais pas perdue. Je savais qui j'étais, je savais ce que je devais faire, et je savais que je n'allais pas laisser Douglas déformer mon histoire. L'après-midi suivant, j'ai reçu un appel de Harrison. Il voulait me rencontrer en personne. J'étais méfiante, mais j'ai accepté. Je voulais comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je suis arrivée à son bureau et il m'a accueillie avec un sourire forcé. Harrison était comme toujours, élégant, calme, avec cette arrogance de celui qui pense avoir déjà gagné. Il m'a remercié d'être venu et, sans détour, a posé un document sur la table. C'était un accord. Si je renonçais à tout droit sur l'héritage, je recevrais une somme unique de 250 000 $. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai repoussé le papier. C'est absurde, ai-je dit. Ma grand-mère m'a incluse dans son testament. Elle voulait que je sois là. Il m'a répondu froidement que tout était différent maintenant, que je n'étais dans le testament que parce que tout, le monde croyait que j'étais la fille de Douglas, et qu'avec la vérité révélée, cela pouvait être annulé. Mais je ne me suis pas laissée intimider. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu fermement. Si le critère est d'être de la famille par le sang, alors je suis plus légitime que Douglas, parce qu'il n'est pas mon père. Mais James, oui. Et James est le fils direct d'Éléonore. Je suis sa petite fille de sang, une vraie. Harrison a essayé de garder son sang-froid, mais j'ai vu son malaise. Il m'a dit qu'il y avait des complexités dans les documents du fonds familial, que tout n'était pas aussi simple. Que peut-être même le lien biologique ne me garantirait pas ce que je pensais. C'était un avertissement, presque une menace, mais ça m'a juste conforté dans l'idée que j'étais sur la bonne voie. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de James. Sa voix était tendue. Il m'a dit qu'une ancienne infirmière de la famille, qui avait travaillé avec nos grands-parents, l'avait contacté. Selon elle, Douglas n'était pas un fils biologique des Blackwell. Il avait été adopté bébé, après plusieurs fausses couches que ma grand-mère avait subies. Ça m'a frappé comme une vague. Si c'était vrai, ça signifiait que Douglas, qui avait toujours clamé l'importance du vrai sang, n'en avait pas lui-même. Selon sa propre logique utilisée contre moi, il serait lui-même hors de l'héritage. James m'a dit que ses parents ne lui avaient jamais parlé de ça. Mais cette infirmière savait, et elle croyait que ma grand-mère savait aussi, mais n'en avait jamais parlé par respect. Ça changeait tout. Douglas essayait de m'exclure parce que je n'étais pas sa fille biologique, mais lui-même n'était pas biologiquement un Blackwell. Par la logique qu'il utilisait contre moi, il se serait exclu lui-même. Le lendemain, James a retrouvé de vieux documents conservés par sa mère. Et là, il y avait les papiers d'adoption de Douglas. Il a aussi fait un test ADN pour confirmer. Tout concordait. Par la lignée de sang, il était le seul fils biologique d'Éléonore. Et moi, en tant que sa fille, j'étais la seule petite fille légitime. L'ironie était cruelle et parfaite à la fois. Douglas avait creusé sa propre chute en essayant de me détruire. Mais savoir cela ne suffisait pas. Il fallait présenter les preuves lors de la lecture du testament. Une nouvelle date avait été fixée, et cette fois, rien ne nous arrêterait. Bernard, l'avocat de ma grand-mère, s'était remis de sa pneumonie et avait confirmé qu'il serait présent. Ça m'a redonné espoir. Je savais que s'il y avait quelqu'un capable de faire justice, c'était lui. Le jour de la lecture, je me suis préparée comme jamais. J'ai mis la tenue que ma grand-mère disait me rendre plus semblable à elle. Je suis arrivée tôt, avec James à mes côtés. Nous sentions que c'était plus qu'une dispute pour un héritage. C'était le moment de rétablir la vérité. Douglas est arrivé les épaules hautes, comme s'il contrôlait encore tout. Harrison était à ses côtés, l'air sévère. Mes frères étaient là aussi. Il semblait mal à l'aise, comme s'il savait que quelque chose clochait, mais n'avait pas le courage de s'opposer. L'atmosphère était tendue, les chaises étaient occupées, les papiers sur la table, et Harrison a ouvert la réunion avec un avertissement. Il y avait un doute à discuter sur la légitimité de certains héritiers. Douglas a saisi l'occasion et, avec assurance, a présenté une enveloppe. Il y avait un test ADN. Il en avait fait un en secret,
en utilisant un verre que j'avais laissé chez lui. Il a dit que le résultat prouvait que je n'étais pas sa fille. Mon cœur battait plus vite, mais je ne me suis pas laissé démonter. Je l'ai regardé et j'ai demandé « Tu as pris mon ADN sans mon autorisation ?» Il a souri et a dit que ça n'avait pas d'importance, parce que le test était vrai. James s'est levé et a répondu fermement « S'il s'agit de parler de sang, alors parlons-en. Je suis le père de Jennifer. Elle est la petite fille d'Éléonore par moi. Et toi, Douglas, tu n'es pas un fils biologique. Tu as été adopté. Es-tu vraiment prêt à pousser cette discussion jusqu'au bout ?» Harrison a blêmi. Douglas est resté figé. Et Bernard, qui était resté silencieux jusque-là, a demandé la parole. Avec calme, il a sorti une enveloppe de sa poche et a dit « Si on parle de sang, il est temps de lire la lettre qu'Éléonore m'a confiée pour ce moment précis. » Tout le monde dans la salle s'est tu quand Bernard, l'avocat de ma grand-mère, a annoncé qu'il avait une lettre à lire. C'était une enveloppe scellée, avec le blason de la famille Blackwell, imprimé sur un papier épais et élégant. Éléonore avait laissé des instructions claires. S'il y avait le moindre doute sur la lignée de sang lors de la lecture du testament, cette lettre devait être ouverte et lue à haute voix. Bernard l'a ouverte avec soin et a commencé à lire avec une fermeté qui contrastait avec l'atmosphère pesante de la pièce. Sa voix était posée, mais chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur la vérité que tout le monde essayait d'ignorer. Dans la lettre, ma grand-mère avouait qu'elle avait toujours su que Douglas avait été adopté. Elle racontait qu'elle et son mari avaient pris cette décision en silence, après des années à essayer d'avoir un enfant et plusieurs fausses couches. Ils avaient élevé Douglas avec amour, comme s'il était leur fils biologique, mais ne lui avaient jamais dit la vérité, ni à lui, ni au reste de la famille. Elle écrivait qu'elle avait porté ce secret avec le poids qu'il méritait. Et plus important encore, elle révélait qu'elle savait aussi que j'étais la fille de James, son seul fils de sang. La lettre disait clairement que, pour elle, ce qui comptait n'était pas le sang, mais le caractère, et que le comportement cruel et égoïste de Douglas, surtout envers moi, avait montré qu'il ne méritait pas la plus grande partie de l'héritage. Elle expliquait qu'elle avait discrètement modifié la répartition de ses biens personnels, transférant la majorité de sa fortune à moi et à James, ne laissant que le minimum légal à partager entre les autres. Douglas n'en croyait pas ses oreilles. Il s'est levé d'un bond et a essayé d'arracher les papiers des mains de Bernard, criant que c'était une manipulation, qu'on essayait de le voler. Mais personne n'a bougé. Tous le regardaient en silence. Il ne ressemblait plus à cet homme confiant et arrogant. Maintenant, il semblait perdu. Je suis restée assise, observant tout ça avec un nœud dans la gorge. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'avait jamais été. C'était une question de justice, d'être vue, de récupérer tout ce qui m'avait été refusé pendant des années, juste parce que quelqu'un avait décidé que je n'étais pas assez. Douglas a hurlé qu'il contesterait tout en justice. Harrison essayait de le calmer, mais son visage montrait qu'il savait déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. La révélation de l'adoption de Douglas, combinée à mon test ADN et à la lettre de ma grand-mère, constituait trop de preuves pour être ignorée. Mes frères semblaient perdus. William me regardait avec une expression indéchiffrable, tandis que Thomas avait l'air mal à l'aise, mais pas hostile. Ils étaient tiraillés entre leur loyauté envers leur père et la surprise de tout ce qu'ils découvraient. James est resté à mes côtés tout le temps, silencieux, mais avec un regard qui en disait long. Il était fier, et peut-être, d'une certaine manière, il se sentait aussi coupable du temps qu'on n'avait pas eu ensemble. Quand Bernard a fini de lire la lettre, il a commencé à présenter la nouvelle répartition officielle des biens personnels d'Éléonore, enregistrée légalement de son vivant. Comme prévu, une grande partie m'était destinée, y compris la maison où elle avait vécu, des actions de l'entreprise familiale et des objets de valeur historique. À James, elle laissait sa bibliothèque personnelle et une somme importante pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. À Douglas, une héritance modeste, suffisante pour qu'il ne puisse pas prétendre à un abandon, mais bien loin de ce qu'il espérait. C'est à ce moment-là que la vérité a pleinement frappé Douglas. Il a baissé la tête, respirant lourdement, puis il s'est levé et a quitté la pièce sans un mot. Harrison l'a suivi, tentant de sauver la face, mais il avait l'air d'un homme vaincu. Quand la porte s'est fermée, l'atmosphère dans la pièce a changé. C'était comme si un poids s'était envolé des épaules de chacun. Bernard a continué à lire les derniers points, et en terminant, il a fermé le dossier et m'a regardé. « Ta grand-mère avait confiance en toi, Jennifer. Elle savait qu'un jour tu trouverais ta place. » Je me suis levée, encore incrédule. Ce n'était pas l'héritage qui m'émouvait, c'était la reconnaissance, le sentiment que, même après avoir été exclue tant de fois, quelqu'un m'avait vraiment vue, quelqu'un qui m'avait aimée telle que j'étais. Mes frères se sont approchés. Thomas a parlé en premier. Je ne savais rien de tout ça. Mais maintenant, tout prend sens. La façon dont papa te traitait, la distance entre vous, je suis vraiment désolée. William a juste hoché la tête, mais ses yeux étaient rouges. Tu as toujours été notre sœur.
Ça ne change pas. Ces mots, même simples, m'ont touché plus que n'importe quelle signature sur un héritage. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il y avait peut-être, malgré tout, une chance de reconstruire. James a posé sa main sur mon épaule et a dit « On a beaucoup à discuter. Mais maintenant, au moins, on commence avec la vérité. » Après la lecture du testament, je suis rentrée chez moi, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas juste le soulagement d'avoir remporté une bataille difficile. C'était comme si un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où je pouvais enfin vivre avec la vérité à nu, sans avoir à me cacher derrière ce que les autres attendèrent de moi. Je me regardais et je me sentais différente, plus forte, plus entière. Pour la première fois depuis des années, je savais qui j'étais. Et ça n'avait rien à voir avec ce que les autres pensèrent de moi, mais avec ce que je croyais de moi-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai dû faire face à tout ce qui venait après. La presse locale a eu vent de la dispute familiale. Rien de trop scandaleux, mais quelques journalistes voulèrent des détails sur ce qui était arrivé à la fortune des Blackwell. J'ai refusé les interviews. C'était trop intime. Et surtout, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'identité, de dignité, de me relever après une vie entière à être mise de côté. Ma mère a recommencé à me parler régulièrement. Au début, nos conversations étaient tendues. Elle se sentait coupable. Et moi, je gardais encore des rancunes. Mais petit à petit, on s'est rapprochés. J'ai compris qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'époque, même si aujourd'hui ça semble une erreur. Elle avait essayé de me protéger, même dans la peur. Et d'une certaine manière, elle avait souffert aussi. Elle avait vécu un mariage avec un homme froid, distant et calculateur. Quelqu'un qui, au final, avait utilisé le mensonge comme un outil de contrôle. James est devenu une présence constante dans ma vie. Notre lien s'est renforcé rapidement. On parlait du passé, du temps perdu, mais aussi de l'avenir. Il voulait faire partie de ma vie, connaître mon travail, mes amis, mon quotidien. Il voulait rattraper le temps qu'on n'avait pas eu, et moi aussi. On savait tous les deux qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, mais qu'on pouvait construire quelque chose de nouveau, de vrai, basé sur l'affection et non sur les apparences. J'ai commencé à rénover la maison de ma grand-mère. Chaque recoin de cet endroit portait un souvenir d'elle. Les dimanches après-midi à prendre le thé, les conseils murmurés en marchant dans le jardin, les longues étreintes qui me faisaient oublier que le monde dehors était si dur. Rénover cette maison, ce n'était pas juste changer les meubles ou repeindre les murs. C'était comme restaurer ma propre histoire. J'ai découvert de vieilles lettres d'elle, dans un coffre dans la chambre d'amis. Certaines m'étaient adressées, d'autres étaient juste des pensées, des confessions, des réflexions. Dans l'une d'elles, elle avait écrit « Les gens peuvent mentir sur toi, mais la vérité vit en toi. Un jour, tout remonte à la surface. Et ce jour-là, tu seras prête. » Lire ça m'a apporté une paix que je n'avais jamais ressentie. J'ai aussi reçu des visites inattendues. Thomas et William sont passés à la maison un week-end. Ils ont apporté un gâteau, comme un geste de réconciliation. On a passé des heures à discuter. Ils voulaient mieux comprendre tout ce qui s'était passé, et peu à peu, ils se sont ouverts. William m'a dit qu'il avait toujours trouvé étrange la façon dont Douglas me traitait, mais qu'il n'avait jamais osé poser de questions. Thomas, plus émotif, a avoué qu'il se sentait mal d'être resté silencieux si souvent. Il a dit qu'il voulait faire les choses différemment maintenant. Entendre ça m'a profondément touchée. Savoir que mes frères étaient de près. À reconstruire notre relation m'a donné de l'espoir. La famille, malgré toute la douleur, pouvait encore être quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai que ce qu'on nous avait forcé à vivre pendant tant d'années. Douglas, lui, a disparu pendant un temps. Personne ne savait vraiment où il était. Quelques semaines plus tard, on a appris qu'il était parti dans une autre ville, essayant de s'éloigner de tout. Je ne l'ai pas cherché, oui. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse aussi, mais je ne voulais plus porter ce poids. Je ne voulais pas qu'il ait le pouvoir d'occuper mon esprit ou mon cœur. J'avais besoin d'avancer. Avec le temps, j'ai repris ma routine. Je suis retournée au travail, à mes projets de préservation historique, mais avec une autre attitude. Maintenant, je me sentais valorisée, pas à cause d'un nom de famille, mais parce que, enfin, je croyais en ma propre valeur. Je suis aussi retournée dans les endroits que ma grand-mère aimait. Je suis allée au musée où elle m'emmenait, enfant. J'ai marché dans les rues qu'elle affectionnait. J'ai revu ses photos, ses carnets de recettes, ses vieilles robes. Tout ça me reconnectait à elle, mais aussi à une partie de moi qui avait été oubliée pendant si longtemps. J'ai commencé à écrire sur tout ce qui s'était passé. Au début, c'était juste pour moi, une façon d'extérioriser. Mais ensuite, j'ai réalisé que mon histoire pouvait peut-être aider d'autres personnes, d'autres femmes qui avaient traversé la même douleur, le même rejet, la même lutte pour être reconnue. La douleur n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Aujourd'hui, elle me rappelle tout ce que j'ai surmonté pour en arriver là, et elle me donne la force de ne pas reculer. Parce que maintenant, je sais, la vérité peut tarder, mais un jour, elle arrive. Et quand elle arrive, elle a le pouvoir de libérer. La femme que j'étais avant
Accepter le silence comme réponse. Accepter le rejet comme quelque chose de naturel. Comme si je n'avais pas le droit d'exiger quoi que ce soit. La femme que je suis aujourd'hui comprend que la vérité est plus importante que plaire, que le respect de soi ne se négocie pas, même avec ceux qui portent le même nom. La maison de ma grand-mère est maintenant mon foyer. Chaque coin porte des souvenirs qui, au lieu de me retenir dans le passé, me renforcent pour le présent. J'ai gardé son portrait dans le couloir principal. Parfois, je passe devant et je souris toute seule, comme si elle était encore là, à me regarder avec ce regard calme qui me disait, sans mots, que tout irait bien. Les plantes qu'elle soignait continuent de fleurir, et chaque fois que je mets la bouilloire sur le feu, je pense à nos thés du dimanche. Ce n'est pas une nostalgie triste. C'est une nostalgie qui réconforte, qui réchauffe, qui me rappelle que, finalement, elle savait tout et m'a préparé, petit à petit, à ce qui allait venir. Ma relation avec James s'est consolidée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Peu à peu, on s'est découvert comme père et fille. Parfois, c'est étrange, comme si on répétait des rôles qu'on aurait dû jouer il y a des décennies. Mais en même temps, c'est léger. Il n'essaie pas de compenser le temps perdu avec des promesses creuses. Il est simplement là, dans les conversations, les dîners simples, les balades sans but. Et ça suffit déjà à être plus que ce que j'ai reçu toute ma vie de celui qui disait être mon père. Mes frères restent proches. On ne parle plus d'héritage ou de disputes. Maintenant, nos conversations portent sur nos vies, nos souvenirs d'enfance, nos projets. Comme si, avec la chute de Douglas, la pression qui nous séparait s'était envolée aussi. On n'est pas une famille parfaite. On ne l'a jamais été. Mais pour la première fois, on est sincères les uns envers les autres. Douglas n'a jamais essayé de se rapprocher. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. C'était le genre d'homme qui vivait entouré de pouvoir, de contrôle et d'apparence. Quand tout ça s'est écroulé, il n'a pas eu la place pour demander pardon. Peut-être qu'il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Peut-être qu'il croit qu'il défendait juste ce qui lui appartenait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en me rejetant toute ma vie, il n'a pas perdu une héritière. Il a perdu une fille, et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui s'est passé, je vois que, même au milieu de la douleur, de la colère, de la confusion, quelque chose de bon est né. Une nouvelle femme est née, une femme qui a appris que sa valeur ne dépend de l'approbation de personne, qui sait que la vérité peut être retardée, mais jamais détruite, qui a compris que parfois, la justice ne vient pas sous la forme qu'on attend, mais qu'elle vient quand même. Ma grand-mère disait que le sang ne définit pas l'amour, et elle avait raison. Ce qui définit l'amour, c'est la présence, l'attention, le respect. James me l'a montré, mes frères aussi. Et même ma mère, malgré toutes ses erreurs, m'a montré que l'intention de protéger peut se cacher derrière le silence. Cette histoire ne se termine pas avec un héritage reçu ou une belle maison rénovée. Elle se termine avec la liberté d'être qui je suis, sans peur, sans avoir à m'excuser d'exister, sans accepter moins que ce que je mérite. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, en écoutant chaque partie de ce parcours, je te remercie, parce que partager cette histoire n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Et si d'une manière ou d'une autre, elle t'a touché, t'a rappelé quelque chose que tu as vécu ou que tu vis, alors sache que tu n'es pas seul. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu en as pensé. Ton soutien fait toute la différence. À bientôt.